Laisse-moi te poser une question directe. Si tu travailles depuis 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans dans le spectacle vivant, et que tu galères encore à payer ton loyer en fin de mois, est-ce que tu es prêt à entendre que le problème, c'est peut-être pas le marché, que c'est peut-être pas l'époque, que c'est peut-être pas la chance qui t'a oublié? Moi, je m'appelle Jérémy, je suis artiste professionnel depuis 25 ans, jongleur, artiste de feu, humoriste, musicien, entrepreneur. L'année dernière, j'ai fait environ 180 shows. Seul, pas avec un tourneur, pas avec un agent puissant, pas avec un réseau hérité de Pierre-Paul Jacques, juste moi, mon travail et une façon de penser que j'ai mis des années à construire et à désapprendre. Parce que pendant longtemps, j'ai cru des choses fausses, des choses que tout le monde dans ce milieu se dit, des choses qui semblent tellement logiques, tellement nobles, tellement artistiques qu'on ne les remet jamais en question. Aujourd'hui, je vais en démolir 16. 16 croyances qui maintiennent des artistes talentueux, des artistes du spectacle vivant dans la précarité. 16 mensonges que le monde de la culture nous a vendus, souvent avec les meilleures intentions du monde. Et pour chacune, je vais te proposer quelque chose de mieux. Si tu es du genre à être à l'aise dans tes certitudes, cette vidéo va peut-être t'énerver. Si tu es du genre à vouloir vraiment comprendre pourquoi ça bloque, reste là, ça va te changer quelque chose. Allez, on commence. Croyance numéro 1. Les artistes sont condamnés à être pauvres. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle est romantique. L'artiste maudit, incompris, qui souffre pour son art, Van Gogh, Rimbaud, on a transformé la pauvreté artistique en condition, en obligation, en preuve d'authenticité. Genre, c'est le package, artiste égale pauvre. Et quelque part, ça rassure. Si tu es pauvre, c'est que tu es un vrai artiste. Pourquoi elle est fausse? Van Gogh était pauvre parce qu'il était malade, pas parce qu'il était artiste. Et surtout, personne ne te demande de mourir pour vendre tes prestations, pour vendre tes toiles, pour Van Gogh. Les artistes qui gagnent bien leur vie existent. Ils sont juste peut-être moins romanesques, moins visibles, moins stories sur Instagram. Exemple concret, moi je fais environ 150 000 € de chiffre d'affaires. En artiste de rue, jongleur de feu, humoriste, pas de label, pas d'héritage, juste un système. La croyance plus utile, la pauvreté n'est pas une preuve d'intégrité artistique. C'est juste une mauvaise organisation. Croyance numéro 2. L'argent corrompt l'art. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle te protège. Si l'argent corrompt l'art, alors ne pas en gagner devient vertueux. C'est une façon élégante d'éviter d'affronter le marché. Pourquoi elle est fausse? L'argent est un outil, c'est un moyen. Un marteau ne construit pas une maison tout seul, mais sans lui, tu vas galérer à taper sur des clous. Beethoven, il avait des mécènes. Shakespeare écrivait pour remplir son théâtre. Bach, il composait pour l'église, mais il était payé pour ça. L'art et l'argent ont toujours coexisté. Ce qui corrompt l'art, c'est pas l'argent, c'est le manque de colonne vertébrale, le manque de structure. Exemple concret, j'ai des clients en entreprise qui me prêtent très bien, parfois jusqu'à 3000 balles la soirée. Est-ce que mon spectacle est moins bon ce soir-là? Non, il est peut-être même meilleur parce que je suis serein, reposé et que j'ai pas l'angoisse de savoir si je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois. La croyance plus utile, l'argent ne corrompt pas. Le stress financier, oui, et il tue ta créativité. Croyance numéro 3, un artiste ne pense pas à l'argent. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle semble placer ton art au-dessus du vulgaire, de l'argent. C'est noble, c'est pur, mais c'est complètement inutile. Pourquoi elle est fausse? En fait, un artiste qui ne pense pas à l'argent, c'est un artiste qui pense à l'argent tout le temps, mais avec peur. Être dans le déni de quelque chose ne le fait pas disparaître. Et pendant que toi, tu ne penses pas à l'argent, tu as du mal à payer les activités de tes gosses. Exemple concret, j'ai un ami, musicien de talent, vraiment. Il ne pense pas à l'argent, il pense à ses loyers en retard, à ses dettes, à ses cachets trop bas qu'il n'ose pas renégocier. Il pense à l'argent, mais avec honte. L'artiste libre pense à l'argent avec stratégie. La différence entre nous deux, je dors mieux. La croyance plus utile, penser à l'argent, c'est penser à ta liberté. Croyance numéro 4. Les artistes qui gagnent de l'argent ont vendu leur âme. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle te permet de dévaloriser ceux qui réussissent. C'est confortable. Si quelqu'un gagne bien, c'est qu'il a trahi son art. Et donc toi qui ne gagnes pas, tu es intègre. Pourquoi elle est fausse? C'est peut-être une croyance de jalousie, habillée en idéalisme. J'ai rencontré des artistes qui gagnent très bien leur vie et qui ont une intégrité artistique absolue. J'en ai rencontré qui sont fauchés et qui font n'importe quoi pour un cachet. L'argent ne dit rien de la qualité morale d'un artiste. Pharrell Williams, Daft Punk, tu prends Stromae, ils gagnent des millions. Est-ce qu'ils ont vendu leur âme? Ou ils ont juste construit quelque chose de cohérent entre leur art et leur modèle économique? Réussir financièrement n'est pas une trahison, c'est une compétence.
Croyance numéro 5, il faut attendre qu'on te donne ta chance. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle décharge la responsabilité. Si tu attends ta chance, t'as pas à agir, tu n'as pas à essuyer les refus, tu n'as pas à risquer. Tu es juste en attente, comme quelqu'un dans une salle d'attente, sauf qu'il n'y a personne qui appelle ton nom. Pourquoi elle est fausse? La chance, dans le spectacle vivant, ça s'appelle une opportunité que quelqu'un d'autre a préparée. Et les opportunités vont toujours vers ceux qui sont visibles, vers ceux qui sont disponibles et qui ont déjà montré qu'ils savaient faire. C'est incroyable comme les gens qui se mettent au boulot ont de la chance. Quand j'ai commencé à faire mes premières croisières en tant qu'artiste, je ne les ai pas attendues. J'ai écrit directement aux agents artistiques spécialisés dans le secteur, avec une proposition claire. Résultat, j'ai passé 10 ans de ma vie à voyager partout dans le monde en faisant ce que j'aime et en étant payé 3 000 $ la semaine. Une expérience de dingue qui m'a ouvert d'autres portes. La croyance la plus utile, ta chance, c'est toi qui la fabriques. Croyance numéro 6, je dois attendre d'être prêt. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle ressemble à du sérieux, à de la rigueur. Je veux être parfait avant de me lancer. Ouais, c'est noble, sauf que la perfection n'arrive jamais. Pourquoi elle est fausse? Il n'y a pas de prêt. Il y a assez bon pour aujourd'hui, point. Les artistes qui attendent d'être prêts attendent toujours. Ceux qui se lancent apprennent sur scène, avec le vrai public, directement, dans l'arène, le seul endroit où ça compte vraiment. Tu connais cette phrase, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je te donne un exemple concret. Mon premier numéro, j'étais loin d'être prêt. J'avais 13 ans, un numéro de jonglerie avec une veste trop grande. Je connais pas plus ingrat en plus comme discipline que la jonglerie, que cet art. Et pourtant, je gagne ma vie en lançant des objets en l'air depuis 25 ans. Bref, j'ai appris en 2 semaines de show, tous les jours, sur la piste du cirque, ce que j'aurais jamais appris en 1 an de répétition dans ma chambre. La croyance la plus utile à remplacer, c'est pas tu ne seras jamais prêt, c'est lance-toi quand même. Croyance numéro 7, je dois être le meilleur avant de demander un bon tarif. Pourquoi elle est séduisante cette croyance? Parce qu'elle semble logique. Tu veux mériter ton tarif, c'est respectable, mais c'est une logique qui ne fonctionne pas vraiment dans la vraie vie. Pourquoi elle est fausse? Les clients ne paient pas pour le meilleur artiste au monde. Les clients paient pour quelqu'un qui résout leurs problèmes. Quelqu'un de professionnel, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui livre ce qu'il promet. La valeur perçue n'est pas corrélée à la technique pure. Elle est corrélée à la confiance que tu inspires et à l'absence de risque. J'ai vu des artistes extraordinairement doués demander 100 € pour une presta et accepter qu'on les renégocie à 80 balles. Et des artistes moyens, techniquement, mais impeccables commercialement et capables de facturer 3000 balles sans broncher. À ton avis, qui mange à sa faim? Remplace cette croyance par quelque chose de plus utile. Ton tarif, c'est pas ton niveau technique, c'est la valeur que tu apportes et la confiance que tu projettes. Croyance numéro 8, et celle-là, waouh, elle est bien ancrée. Le statut d'intermittent est un objectif. Pourquoi elle est séduisante? Parce que dans le monde du spectacle français, l'intermittence, c'est un peu le saint graal, la reconnaissance institutionnelle, la preuve que tu es vraiment artiste. Pourquoi elle est fausse? L'intermittence est un filet de sécurité. C'est pas un modèle économique, c'est un outil magnifique, mais quand il est utilisé comme un outil, pas quand il devient l'objectif. Si tu t'en sers comme un objectif, tu construis ta carrière autour des conditions d'éligibilité du statut plutôt qu'autour de ta vision artistique. Tu deviens dépendant d'un système qui peut changer du jour au lendemain. Attention, je ne dis pas de ne pas utiliser ce statut, je dis ne laisse pas être ton plafond. Je connais plein d'artistes qui refusent parfois des contrats, tout simplement parce que ça risquait de dépasser leurs heures. Je prends pas cette date, ça va me faire baisser mon taux. Leur boussole est administrative, pas artistique, donc remplace ça par une croyance plus utile. L'intermittence est un outil, construis quelque chose qui n'en dépend pas. Croyance numéro 9. Se vendre, c'est être un vendeur de tapis. Pourquoi cette croyance est séduisante? Parce que dans notre culture, la vente est associée à la manipulation, à l'insistance, au mensonge. On a intégré que vendre, c'est trahir, que les bons produits se vendent tout seuls, que proposer ses services activement, c'est désespérer. Pourquoi elle est fausse? Se vendre, c'est communiquer la valeur de ce qu'on fait. C'est permettre à quelqu'un qui a besoin de trouver la solution à un problème. Un médecin qui dit à son patient si jamais vous avez des symptômes, vous m'appelez. C'est de la vente et personne ne lui reproche. Quand je contacte un directeur de salle, un directeur d'agent événementiel pour lui présenter mon travail, je ne lui arrache pas son portefeuille. Je lui dis voilà ce que je fais.
voilà ce que ça apporte à des événements, voilà comment travailler avec moi. Et si ça lui correspond, on travaille ensemble. Sinon, pas de problème. C'est une conversation entre adultes, c'est pas une agression. Vendre ton art, c'est lui offrir une scène, c'est pas te prostituer. Croyance numéro 10, elle va un peu avec celle d'avant. Je suis artiste, pas commercial. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle protège l'identité. Commercial, ça sonne froid et l'art ne doit pas être commercial. Mais dans le monde dans lequel on vit, il faut être un minimum un peu calculateur, pas créatif. Alors on se dit, moi je suis artiste et on sous-entend que les deux sont incompatibles. Pourquoi elle est fausse? Les deux compétences ne s'excluent pas, elles se complètent. Être artiste sans compétences commerciales de nos jours, c'est comme être cuisinier talentueux sans savoir ouvrir un restaurant. Ton talent reste enfermé dans ta cuisine. Résultat, personne ne te goûte et c'est une injustice de priver le monde de ta lumière. Pendant des années, quand le sujet de l'argent arrivait avec un directeur de cirque, de salle, de cabaret, j'étais au téléphone, j'avais honte, tu vois. Ma voix, elle changeait. J'étais gêné de parler d'argent, de tarifs et j'évitais de penser à une stratégie commerciale. Comme si ça me rendait, on va dire, moins artiste. Aujourd'hui, je suis fier de maîtriser les deux parce que l'un sert l'autre. La croyance plus utile que tu dois mettre en place. Tu peux être un artiste et savoir te vendre. L'un rend l'autre possible. Croyance numéro 11. Si mon travail est bon, les clients viendront naturellement. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle flatte l'idée que la qualité parle d'elle-même. C'est genre basé sur le mérite. Pourquoi pas? Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. La visibilité, le marketing, le positionnement, ça compte autant que la qualité. J'ai vu des artistes de génie, vraiment, végéter dans l'anonymat, et des artistes bien inférieurs techniquement qui remplissent leur agenda parce qu'ils savent comment se vendre, comment se rendre visible, comment parler de leur travail, comment créer des relations et comment créer un réseau. La croyance plus utile. Un bon travail invisible, ça n'existe pas. La qualité doit être vue pour exister. Croyance numéro 12. Le bouche à oreille suffit. Pourquoi elle est séduisante? Parce que c'est passif, reposant. Et c'est vrai que c'est le plus gros levier. Ça marche très bien. Mais pourquoi elle est fausse? Le bouche à oreille, c'est excellent pour maintenir un flux. Mais ça arrive après. C'est-à-dire quand la machine est déjà lancée. Au début, tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne peux pas penser comme ça pour construire ou pour te développer au démarrage. Si tu veux scaler ton activité, si tu veux toucher de nouveaux marchés, si tu ne veux pas dépendre de tes seuls contacts actuels, tu as besoin d'une stratégie active. Le bouche à oreille te donne des clients, mais c'est un truc à nourrir sans cesse. La prospection active te donne des clients que tu as choisis et ça nourrit ta réputation. Maintenant, grâce à mon système, on va dire que 90% de mes clients viennent du bouche à oreille. Je ne démarche quasiment plus. Plus besoin de convaincre parce que ça convertit tout seul maintenant. Mais pas au début. Tu dois travailler sur bâtir ton écosystème, ton générateur de dates automatique. C'est ce qu'on fait dans la formation Artiste Libre. La croyance la plus utile, le bouche à oreille est une récompense, pas une stratégie de base, pas une stratégie de départ. Croyance numéro 13, il y a trop d'artistes dans le monde du spectacle. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle explique l'échec sans te mettre en cause. C'est le marché, c'est la concurrence, trop de monde, c'est pas ta faute quoi. Pourquoi elle est fausse? Il y a beaucoup d'artistes qui font la même chose, de la même façon et en disant la même chose. Ceux-là, oui, ils se font concurrence. Mais il n'y a jamais trop d'artistes avec une vision claire, un positionnement précis, une façon unique d'apporter de la valeur. Ceux-là, crois-moi, on les cherche et on ne les trouve pas assez. J'ai tous les jours des organisateurs, des programmateurs au téléphone qui me disent qu'ils ne trouvent pas d'artistes adaptés à leur projet, adaptés à leur événement. Il n'y a pas trop d'artistes, il y a trop d'artistes qui se ressemblent et qui font tous la même chose. Croyance numéro 14, le marché est saturé. Pourquoi elle est séduisante? En fait, c'est la version économique de la croyance précédente. Ça sonne sérieux, analytique, et penser ça, ça justifie l'inaction. Pourquoi elle est fausse? Il n'existe pas de marché saturé pour quelqu'un qui est différent, qui apporte quelque chose d'unique. Tu as vu tous les cafés qui existaient et pourtant Starbucks a ouvert. Quand le marché de la pizza, des kebabs semblait saturé, il y a des centaines de boui-boui artisanaux qui s'ouvrent chaque année et il y en a même certains qui deviennent même des chaînes, des institutions. La saturation n'est pas une réalité objective, c'est une réalité pour ceux qui sont identiques et qui pensent pareil. Le marché des musiciens est saturé si tu fais de la musique comme tout le monde. Mais il y a plein de marchés à prendre si tu combines ta musique en live avec de l'humour et avec une énergie unique.
Je ne suis pas en compétition avec les autres musiciens, je crée dans ma propre catégorie. Donc la croyance la plus utile, c'est le marché est saturé pour les génériques, mais il est ouvert pour les originaux. Croyance numéro 15. Être artiste et entrepreneur est incompatible. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle préserve l'image de l'artiste pur. Moi je crée, je ne gère pas. Et il y a quelque chose de beau dans cette vision. Sauf qu'en fait, elle te condamne à dépendre de quelqu'un d'autre pour gérer à ta place. Ou alors de ne pas être géré, tout simplement. Pourquoi elle est fausse? Tous les grands artistes qui ont duré dans le temps avaient en fait une conscience entrepreneuriale. En fait, c'était peut-être quelque chose même d'inconscient. Mais ils géraient leur image, ils géraient leurs relations, leurs opportunités, leur développement. Là, je ne suis pas en train de te parler de célébrité. La différence entre un artiste qui dure et un artiste qui disparaît, c'est souvent ça. Artiste et entrepreneur ne sont pas deux identités contradictoires. Ce sont deux muscles et les deux s'entraînent, les deux se développent et les deux ensemble, ça s'appelle un artiste libre. L'entrepreneuriat est au service de l'art, pas contre lui. Croyance numéro 16. On ne peut pas vivre correctement du spectacle vivant. Pourquoi elle est séduisante? Parce qu'elle est statistiquement en fait défendable. La majorité des artistes gagnent peu, c'est vrai. Mais la majorité des artistes ne gèrent pas leur activité comme une entreprise. Et ça, c'est vrai aussi. Aucune structure, aucune vision long terme. Pourquoi elle est fausse? Vivre du spectacle, en fait, c'est vague. Vivre de quoi exactement? Parce que si tu veux vivre d'une seule façon, c'est-à-dire de faire de l'art dans un seul type de lieu, pour un seul type de public, pour un seul type de réseau, oui, c'est dur. Mais si tu construis plusieurs sources de revenus artistiques cohérentes entre elles, si tu gères ta visibilité, tes tarifs, tes partenariats, ton réseau, c'est non seulement possible, mais c'est ce que je fais tous les jours. Va voir ma chaîne Jérémy l'artiste. Tu verras que je suis engagé pour tout un tas de projets différents, dans des réseaux différents. Exemple, je fais aussi bien des spectacles en entreprise, aussi bien des spectacles pour des mariages, des privés, des festivals, des croisières, des télévisions. Chacun de ces marchés a ses codes, ses réseaux, ses prix. Maîtriser plusieurs d'entre eux, c'est la différence entre la précarité et la stabilité. Donc la croyance la plus utile, c'est on peut très bien vivre du spectacle vivant. Il faut juste traiter ça comme un métier, pas comme une passion bohème. On arrive à la conclusion de cette vidéo. On vient de passer en revue 16 croyances, 16 façons de se mentir à soi-même, tout en étant convaincu qu'on est lucide. Et je vais te dire quelque chose d'important, je ne te blâme pas parce que ces croyances, je les ai eues. Certaines même pendant des années. Elles m'ont bien pourri la vie, elles m'ont coûté du temps, de l'argent et surtout de l'énergie. L'énergie que je mettais à me justifier de ne pas avancer au lieu de l'utiliser pour avancer. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le vrai ennemi de l'artiste n'est pas dans le marché, ce n'est pas l'époque, ce n'est pas la concurrence, ni l'intermittence, ni les réseaux. Le vrai ennemi de l'artiste, c'est la pensée magique. L'idée que si ton travail est bon, tout viendra. L'idée que si tu souffres assez, tu mériteras. Tu n'es pas Jésus, tu n'as pas à supporter tous les malheurs de la terre pour avoir le droit d'exister dans ton travail artistique. L'idée que si tu attends assez, quelqu'un viendra te chercher. Écoute, personne ne viendra te chercher parce qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui va venir te sauver. Ou plutôt si, quelqu'un vient, c'est parce que tu t'es rendu visible, parce que tu as construit quelque chose de solide, parce que tu as appris à parler de ton travail, à le vendre sans honte, à te comporter en professionnel dans un milieu qui romantise parfois l'amateurisme. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre, je te demande au contraire d'être totalement toi-même, avec la rigueur en plus et une vision long terme. L'art sans structure, c'est du talent qui se perd. L'art avec structure, c'est un héritage. Legacy, comme disent les anglo-saxons. Il y a des artistes incroyables qui ont arrêté, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, mais parce que personne ne leur avait jamais dit « si, tu peux, tu as le droit ». Et voilà comment on fait. C'est pour ça que j'ai créé Artiste Libre. Pas pour te dire quoi faire, mais pour te montrer que c'est possible et pour te donner les outils pour le faire. Le monde n'a pas besoin de plus d'artistes qui doutent. Le monde a besoin de plus d'artistes qui osent. Être artiste libre, ça ne veut pas dire vivre sans contraintes. Ça veut dire choisir ses contraintes, ses scènes, ses clients, ses conditions. Ça veut dire ne plus attendre la permission de vivre de son art. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, si elle a mis le doigt sur quelque chose qui résonne, commente, abonne-toi parce que ce n'est que le début de la conversation. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tout est dans la description.